Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, ladies and gentlemen. We say good evening and welcome, bienvenue. L'émission, c'est l'actu, tous les 18h30 sur Cam10 Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler des élections des délégués du personnel. Ce 13 janvier était jour d'élection dans certaines entreprises. Les travailleurs ont donc voté aujourd'hui. We are talking of over 2 million workers in some 2,600 enterprises that actually voted today. La question que nous nous posons aujourd'hui dans l'émission C'est l'actu, est-ce que les délégués du personnel réellement font leur rôle dans les entreprises, soit publiques, soit privées? That is a question that we are asking because we have the impression that some of these delegates, instead of working for their collaborators, they are instead working for the benefit of their employers. And certainly that is a big problem. It's true that we're expected to have Jean Collins Defoe with us this evening, but at the dying minute, he told us that he will not be coming today. Nous allons donc parler de l'élection du délégué du personnel dans les entreprises. Aujourd'hui était donc jour d'élection. Ensuite, we shall equally talk traditional medicine, la médecine traditionnelle avec ce deuxième sommet mondial qui s'est donc tenu en Inde du 17 au 19 décembre 2025. Le ministre de la Santé publique camerounais, le docteur Manaouda Malachi, était bel et bien présent pendant ce sommet-là. Comment donc intégrer la médecine traditionnelle vers les hôpitaux modernes? That is the question that we shall equally be answering in the course of this program. Et comme d'habitude, to discuss, we have men of substance, men of caliber, men of timber with us tonight. And of course, I'll begin with him. He is our consultant. Lui, il s'appelle Jean-Jacques Emile Abondo. Il est notre consultant. Jean-Jacques, nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Tabi Clarkson. C'est toujours un honneur, un privilège de faire la télé avec vous, mais c'est encore un immense, je dirais même immensissime honneur et privilège aussi d'être l'invité de Cam10 aujourd'hui. Vous savez, l'émission C'est l'actu, c'est une émission qui monte. C'est une émission qui monte du fait de son contenu, du fait de son orientation thématique, mais aussi du fait de la qualité professionnelle de ceux qui l'animent, mais surtout de vos invités. Et cela nous amène à comprendre que Cam10 a hissé le plafond très haut en se présentant comme non seulement la chaîne leader, mais aussi la chaîne républicaine, citoyenne, mais aussi qui éduque et qui a des valeurs axiologiques incommensurables au point où ça défraie non seulement la chronique, mais ça fait des envies, mais aussi des jaloux. Et cela témoigne à suffisance que vous travaillez bien. Je voudrais donc féliciter le top management de Cam10. Et en félicitant le top management de Cam10, je voudrais dire bonsoir à mes co-discutants d'aujourd'hui et dire bonsoir à mes deux think tanks, IRIC 2008 et Philo 38, plus particulièrement à Bali Mangana qui nous regarde depuis le Septentrion et au Tchamaminette qui nous regarde depuis Soie. Et je salue fort opportunément vos millions de téléspectateurs en disant que les thématiques d'aujourd'hui nous concernent au premier chef et nous amènent à comprendre que C'est l'actu s'appuie et devrait s'appesantir sur les problèmes socio-anthropologiques qui concernent non seulement le citoyen camerounais au premier chef, mais aussi l'acteur du Cameroun en tant que citoyen de la société internationale. C'était pour dire bonsoir. Merci. Le bonsoir peut être élastique. C'était pour dire bonsoir. Une fois de plus. Merci infiniment. Merci. Également avec nous sur ce plateau, nous avons Sa Majesté Patrick Odondon. Il est communicant du RDPC. Il est avec nous ce soir. Une fois de plus, nous disons bonsoir et bienvenue, Majesté. Bonsoir, Monsieur Tabi. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Et bonsoir à votre top management et merci de m'avoir invité.
Comment va le RDPC? Le RDPC va bien, le RDPC vit sa mue chaque jour et nous sommes en train d'attendre certaines orientations venant, n'est-ce pas, certaines orientations venant du président national. De la haute hiérarchie. Oui, vous vous souvenez que le président national, pendant la présentation des vœux, s'était attardé pour souffler quelques directives au secrétaire général Jean Kouété. Bien sûr. Donc, vous savez, chez nous, on ne dort pas. Actuellement, ce qui se passe, c'est les inscriptions sur les listes électorales, en attendant que le corps électoral soit convoqué. Donc, on remobilise, n'est-ce pas, la base. Pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, nous les invitons, n'est-ce pas, à s'inscrire sur les listes électorales, parce que l'année 2026 sera également une année électorale. Donc, voilà, plus donc que des jamais, élections, il faut quand oui. même dire que le président du conseil électoral, Eno Abrahams, était du côté des commissaires. Tout à fait, tout à fait. Et avait constaté qu'il y avait une certaine timidité dans, n'est-ce pas, les inscriptions. Oui, dans l'enrôlement. Il faut donc sensibiliser les uns les autres que les inscriptions sont ouvertes pour l'année et maintenant vont continuer jusqu'au jour où le corps électoral sera convoqué. Du côté de notre parti, il faut davantage sensibiliser les gens parce que une année électorale comme celle-ci, on doit davantage se préparer pour, n'est-ce pas, affronter l'adversité, pour opérer d'abord une mue au sein de notre parti et affronter l'adversité. Maintenant, en ce qui concerne, je crois, le gouvernement, je crois que le gouvernement, il viendra dans certainement, quelques jours, en temps voulu, oui. Pourquoi pas ce vendredi? Mais toujours est-il que le président... Pourquoi le vendredi? Ça peut tomber aujourd'hui? Ça peut tomber aujourd'hui, ça peut tomber n'importe quel jour. Il y a eu des jours où le rendement est arrivé à 22h, vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Voilà, donc ça peut arriver, n'est-ce pas, à tout moment. La Bible dit personne ne sait ni l'heure, ni le temps. C'est ça. Donc, nous restons focus. À tous ceux qui ont mouillé le maillot comme nous attendons. Voilà. Pourquoi pas? C'est légitime. C'est bon. C'est légitime. Oui, donc nous attendons effectivement que le président de la République, n'est-ce pas, fasse un gouvernement qui puisse être un gouvernement pour aider les Camerounais à améliorer, n'est-ce pas, leur cadre de vie, les conditions de vie des Camerounais, et à participer à l'œuvre de construction nationale qui a longtemps été entamée par les pères fondateurs du Cameroun. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de rupture, c'est la continuité. Le Cameroun... Le RDPC se porte bien, Majesté. Et la on continuité. va organiser notre débat sur RDPC. Ok, il n'y a pas de problème. Nous disons que le RDPC est en santé. Et en santé, se porte bien. Tout à fait. Surtout que nous allons parler santé aujourd'hui. Le thermomètre est à 37. Le RDPC est en santé. We are welcoming, of course, Jean-Baptiste Aloïs, to whom we say good evening and welcome. Good evening, Mr. Clarkson. Good evening to my co-panelists. And good evening to the millions of Cameroonians in Cameroon and abroad watching us through this very, very Republican channel. And permit me also to extend my particular greetings to my fellow patriots who are out there right now mobilizing the people, to helping them to register in the electoral list, because as we were saying, the electoral list, the possibility to register for this current year has been opened, and we invite all Cameroonians aged 20 and above to exercise their right to vote by getting registered and effectively vote when the time comes. So we are all hand in hand. How is the MP3 political party doing? Yeah, the MP3 is fine. The MP3 is fine. I just extended my greetings to my patriot, the members of the party, who are actively working. You're also preparing for the elections, is that? Of course, we as our president rightly said a few days ago in another TV radio station, that we are going in for the legislative and municipal election this year, and our aim is to really show that Cameroonians in all their diversities, irrespective of their ages and social belongings, are able to contribute in one way or the other to the development of this nation. And this is exactly what we shall be proving during these municipal and legislative elections coming. And it passes through the effective mobilization of all Cameroonians. You know, one of our slogans is "C'est le moment," c'est notre moment. It's our time. It's the time of the young people. It's the time of the women. It's the time of all those who feel
marginalized in one way or the other by the current state of affairs, and who would like to contribute in their own way, in their own special way, to the development of this nation, because it's our country and it belongs to all of us, and all of us are called to contribute in our own way to the development of this nation. So the MP3 it's not yet time for campaign, my brother. It's not yet time for campaign. When time for campaign will come, where we shall discuss more. C'est pas encore le temps de la propagande. Exactly. C'est pas encore We are out there. Le temps de la propagande. As a patriotic party, we are out there to mobilize our people. And okay. We say thank you. We say thank you for coming, Jean-Baptiste. C'est pour la première fois qu'il arrive ici dans l'émission C'est là-dessus. On l'appelle Hommage Albin. Il est praticien. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous allons parler de la médecine traditionnelle ce soir. L'Hommage Albin, nous disons bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Bonsoir, M. Tabi. Je salue tous mes copanélistes. Je salue nos millions de téléspectateurs. Et heureux d'être pour la première fois dans l'émission C'est l'actu. Une émission que je découvre, bien sûr, tu sais, à 18h, je ne suis pas à côté de télévision. Et à Candice, je suis de la maison, c'est vrai. Oui, mais je suis plus concentré le vendredi quand il s'agit de mon émission à l'ouvrage. Comment vous allez ce soir? À merveille. Okay, we say thank you for coming, Maj Albin. Equally, as I said earlier, we are having, of course, men of substance and caliber. We are expecting NS Akufo to join us in the course of this program. Without any hesitation, waste of time, est-ce que nous pouvons avoir notre premier thème sur l'écran? As we are talking, les travailleurs, les délégués du personnel, jouent-ils réellement leur rôle dans les entreprises? Je vous pose cette question à vous, Jean-Jacques Émile Abondo. Ben, il faut dire que au Cameroun, cette journée a été instituée ou alors choisie par le ministère du Travail, mais aussi le groupe des entreprises du Cameroun, le GICAM, pour que les élections des délégués de personnel se passent dans les entreprises publiques et privées. Alors, est-ce que le délégué du travail joue son rôle? Mais il faut déjà connaître même quel est le rôle du délégué du travail. Alors, le délégué du personnel, autant pour moi. Le rôle fondamental, si on peut le résumer en quelques lignes, c'est de défendre les intérêts des travailleurs auprès du patron. Alors, ce qu'on voit, c'est que une fois que vous êtes élu délégué du personnel, d'abord, ça fait l'objet d'une fête. Ça veut dire que c'est l'objet d'une ascension sociale qui se voudrait a priori personnelle. Et de ce point de vue, on comprend la désorientation que prendrait le rôle du délégué du personnel, qui est là non seulement pour porter au niveau du patron les plaintes, les récriminations, les abus et autres que recevrait la base, c'est-à-dire les employés auprès de l'employeur. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas, c'est que le délégué du personnel, au-delà de ce qu'il est là pour apporter les doléances du personnel auprès du patronat, il se sert plutôt de sa position, d'abord pour ses privilèges personnels, mais aussi pour sa visibilité, mais pour son intérêt personnel. Et, a fortiori, le patronat va l'encercler au point de l'aliéner et ensuite faire en sorte qu'il oublie fondamentalement son rôle. Alors la question fondamentale, tant dans le public que dans le privé, est-ce que le délégué du personnel joue son rôle? A priori, il le jouerait, parce que si vous demandez à chaque délégué du personnel, est-ce que tu joues véritablement son rôle? Sur le plan formel, c'est-à-dire les avantages liés au poste, l'article 2, il les perçoit, ça veut dire qu'il joue son rôle. Mais est-ce qu'il joue le rôle pour lequel il a été plébiscité, ou alors le rôle pour lequel il a été choisi pour permettre à ce que, 1, l'entreprise ait une visibilité, 2, l'entreprise ait une sérénité, mais aussi une santé qui se voudrait économique, administrative, et 3, pour que la justice sociale, ou alors la justice entrepreneuriale, entre l'adéquation entre le patronat et les employés existe. Est-ce que le délégué du personnel fédère son attention pour que cette adéquation existe? On a l'impression que tout varie en fonction des entreprises. Voyez, lorsque nous regardons les entreprises qui sont proches de nous, regardons par exemple au niveau, on va dire, au niveau de la fonction publique, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'abus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains enseignants qui sont recrutés, ils font 2-3 ans sans salaire. Voyez, on se demande comment ce genre de problème
peuvent exister alors qu'il y a des syndicats tout autour et des délégués qui peuvent porter à l'attention de l'administration ce problème. Lorsqu'on regarde les entreprises privées, à l'exception des entreprises telles que la BEAC, telles que la SNH, telles que la CNPS et autres, mais regardez par exemple si vous côtoyez là où il y a nos petites sœurs, nos jeunes sœurs qui sont dans les établissements, les supermarchés, pour ne pas les citer, les grands supermarchés, si vous voulez on cite un peu. Merci de ne pas me livrer à cet exercice. Donc, quand on regarde, vous allez vous rendre compte que dès que vous posez une question à une jeune fille, comment vous vous sentez ici, elle vous dit elle est debout 24 heures sur 24, mais sans aucun avantage, sans aucun privilège. Et parfois, on la recrute là, elle fait 6 mois d'observation et peut-être 6 mois encore d'observation, alors que l'OIT a réglementé le droit du travail et interdit à tout citoyen d'être en observation ou alors d'être temporaire pendant plus de 6 mois. Voyez, fort donc de cela, question simple, revenons à votre question de base. Est-ce que les délégués de personnel jouent effectivement leur travail? On constate qu'il y a trop d'abus. Et c'est parce qu'il y a trop d'abus que cette question demeure. Et est-ce que cette question peut trouver un début de réponse? Elle ne peut trouver un début de réponse que si et seulement si les syndicalistes, les délégués de personnel nous confirment qu'ils peuvent être neutres et qu'ils peuvent jouer objectivement le rôle pour lequel ils ont été plébiscités. Mais comme c'est des humains, et des humains qui sont foncièrement et fondamentalement matérialistes, parce que la société est ouverte à son ennemi. L'ennemi de la société, c'est le matérialisme triomphant, où les uns et les autres confondent l'intérêt général et l'intérêt particulier à l'intérêt général. Alors, au lieu de faire valoir l'intérêt général, ils se soucient du volume de leur poche, mais aussi du volume du ventre, et de se dire que si tout peut lui revenir et rien pour les autres, pourvu qu'il n'y ait pas adéquation. Et les patrons se jouent de cette discrétion pour non seulement martyriser le personnel, mais aussi conserver ce qu'on appelle une ascendance non seulement entrepreneuriale, mais aussi sociale. Donc, le rôle que joue le délégué de personnel est mitigé. Dans certaines entreprises, il est bien joué, il est fondamentalement joué, et là où il est bien joué, on observe la prévalence, la saillance de la sécurité sociale et qui fonctionne à merveille. Mais là où il est mal joué, je vous assure, l'employé est livré à lui-même et ne peut que s'en remettre à Dieu, et c'est la raison pour laquelle peut-être on prie trop. Majesté, est-ce qu'ils jouent vraiment les rôles, les délégués du personnel? En fait, le problème des délégués du personnel est un problème qui a une origine très lointaine dans le droit camerounais. Il faut remonter, n'est-ce pas, au premier arrêté lorsque nous étions sous la colonisation allemande, le 8 mars 1904. Le 8 mars 1904, parce que les Allemands sont entrés au Cameroun à partir du 12 juillet 1884, et ce n'est que le 8 mars 1904 que les premières lois, n'est-ce pas, qui réglementaient le travail au Cameroun ont été implantées. C'est à partir de là que... 1904. En 1904. Plus tard, lorsque les Allemands sont partis, les Français et les Anglais sont installés, il faut attendre le code de travail d'outre-mer de 1952. Le code français d'outre-mer de 1952 qui est applicable, n'est-ce pas, à toutes les colonies françaises. Au Cameroun particulièrement, c'est les premières lois sur le travail remontent en 1967. En 1967, on a donc repris une bonne partie du code de travail d'outre-mer. Oui. Et comme nous étions déjà, n'est-ce pas, l'indépendance, on a effectivement travaillé pour que, sur le plan effectivement local, il y ait, n'est-ce pas, des spécificités locales. En 1967, il y a eu donc un premier code du travail. Le premier code du travail camerounais est adopté. Et un peu plus tard en 1971 et finalement en 1992. En 1992, à l'approche où après que le Cameroun ait redécouvert effectivement la démocratie, il fallait effectivement que ça change au vu de tout ce qui s'est passé, au vu même de ce qui a été dans le temps. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le droit de grève est reconnu par la Constitution française, par la Constitution camerounaise. Au préambule, dans notre préambule, le préambule de la Constitution camerounaise reconnaît, n'est-ce pas, le droit de grève.
Maintenant, sur le terrain, l'organisation gouvernementale a institué un ministère, n'est-ce pas, du travail, le ministère du travail et de la sécurité sociale, ce ministère du travail qui a donc la tutelle de travail, n'est-ce pas, sur les problèmes liés au droit du travail des Camerounais. Le dialogue social. Le dialogue social. Tout à fait. Oui, il faut Sa dire Majesté, effectivement... une seconde, pour ne pas vous couper, il n'y a pas de problème. Il y a aussi l'adhésion du Cameroun à la convention mise sur pied par l'OIT, voilà. l'Organisation internationale du travail. Exactement. Depuis 1921 déjà, la Société des Nations, Oui. par la France, avait un peu, n'est-ce pas, intégré l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Plus tard, quand le Cameroun sera indépendant, le Cameroun doit rejoindre effectivement cette institution, l'Organisation internationale du travail. Et l'exécutif de cette institution étant le Bureau international du travail, de temps en temps, ils ont l'habitude de venir ici. Tout ça a été fait pour améliorer, n'est-ce pas, le droit du travailleur, les conditions du travailleur. On institue donc que dans chaque entreprise, ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, le délégué du personnel. Le délégué du personnel est donc, n'est-ce pas, le représentant des salariés qui a donc le droit de poser les revendications aussi bien individuelles que collectives à l'employeur. Au Cameroun, les employeurs se sont un peu regroupés dans ce qu'on appelle le GCAM, et puis il y a certains syndicats d'employeurs qui effectivement travaillent avec le gouvernement, qui ont institué, n'est-ce pas, la journée, qui ont demandé que en principe c'est chaque 2 ans, je crois, chaque 2 ans, il y ait, n'est-ce pas, il y a la sélection dans chaque entreprise. Chaque entreprise doit sélectionner ses représentants, parce qu'à côté de leurs représentants, il y a les délégués syndicaux. Oui. Parce qu'en réalité, c'est fait un peu ensemble. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, ici à Camdis, vous avez sélectionné des délégués du personnel, ils peuvent arriver, n'est-ce pas, parce qu'ils peuvent venir avec le manteau de l'Union des travailleurs du Cameroun, oui, ou de la STC, la Confédération syndicale, n'est-ce pas, des travailleurs du Cameroun, ou de tous les syndicats qui existent. Donc, quel que soit le syndicat, vous entrez dans le syndicat et vous vous battez vous êtes en même temps non délégué du personnel et délégué syndical. Alors, au Cameroun, il faut avouer que sur le plan macro, sur le plan public, il y a quand même, on sait que les entreprises ont des représentants. Et on sait que ces représentants, de temps en temps, posent les revendications aussi bien individuelles que collectives. Mais ce que Jean-Jacques disait, et ce qu'il faut déplorer, c'est que ce soit dans l'entreprise privée ou publique, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus qui concernent les travailleurs et c'est ce qu'il faut déployer. Il y a beaucoup d'abus qui concernent les travailleurs. Est-ce que les délégués du personnel font leur travail? Est-ce que les délégués du personnel font leur travail? Ça dépend effectivement des entreprises dans lesquelles on se trouve. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les entreprises privées, les délégués du personnel sont véritablement menacés. Inféodés. Les abus sont récurrents. Les dérapages sont constants au point où les responsables départementaux de l'inspecteur du travail au niveau départemental, parce que c'est l'inspecteur du travail dans chaque département qui surveille ce qui se passe dans les entreprises. Donc au point où l'inspecteur du travail dans chaque département, on peut parler, est souvent dépassé. Et c'est ça qui fait que ce soit une pierre d'achoppement, un véritable problème dans le respect du droit des travailleurs. Donc ils ne font pas leur travail alors. Ils font leur travail, mais ils sont menacés. Il faut donc aider ces délégués du personnel à ce que les droits des travailleurs soient respectés. Il faut donc une plus grande sanction, il faut une plus grande vigilance de la part des pouvoirs publics vis-à-vis des entreprises privées et même publiques, pour que les droits des travailleurs soient intégralement respectés. Mr. Jean-Baptiste, what is your take on that? Well, the representatives of the workers, as the co-panelists rightly said, they are invested with the responsibility of representing the workers
in front of the employer that is bringing about a negotiation, a mediation when there is a conflict between the employer and the employee. They also ensure that the rights, the basic rights, as well as the working rights of the employee are being respected and the conditions are favorable for the work. They are also invested with the responsibility or the privilege to be informed and consulted in certain cases regarding the matters concerning the enterprise. But now, the question that is posed is, are they really doing their work? I would like to put it this way. Are they equipped enough to do their work? Because it's one thing. Equipped with what? To do the work, yes. like to be able to respond to the charges or the responsibilities that they are invested on. So are they equipped enough? Are they trained? Are they aware, fully aware of what is expected of them as a delegate, as a representative of the workers? And what are those conditions sometimes that make them not to be able? Because in some enterprises, it's quite difficult to be able to strictly adhere and respect and represent as a delegate of an enterprise to really represent the workers. Why? One thing is the fear, because in a situation where like a context of Cameroon where jobs are really rare, yeah. To be able to really stand and really face the boss, face the boss, face the employer, to really ensure that he respects the rights of your fellow workers or your own rights is very risky. Yeah. So sometimes what they do is that they try to mitigate, they try to compromise, and they try to play around without really doing the job. Why? Because they are afraid of being fired in one way or the other. Maybe not directly, but they will find something in one way or the other to pin on them in order to put them down. So there's also they have to be courageous. Exactly. So are they invested enough? But if they are equipped enough, like if they really know what are their rights as a representative of the personnel, where are they supposed to file their case? If in case they are bullied, where they are supposed to consult, where they are supposed to knock in order to make sure that their rights are being implemented. I think this thing will not. They will be equipped enough to be able to do their job. So. These particular people are very essential in the enterprise, in the life of our different companies, but they need to be equipped enough in order to be able to do what they are expected of doing. And also they have to be selfless. As my companion was saying, they need to be able to undermine their own personal ambitions in order to really do the job they were invested to do. If you are invested to defend the rights of your co-workers and your own right because you are also a worker, you need to strictly do that, because if the boss finds out a way to bring him to the other camp, to bring you to the other camp, you may be able to be less equipped. Have you ever been a representative of the workers? Yes, I had the opportunity to represent workers in one. I prefer not to mention. Were you dismissed? No, thank God I wasn't dismissed. But I would like to say it was a challenging task, because you need to do the right thing. Were you courageous? And you need to do the right thing. Were you courageous as I would like to say yes. I was courageous enough to face that. But you need to be very tactful. You need to be invested with a diplomatic language. And yes. And it's not easy to really stand, because you need to please in one way or the other. You have to please your co-workers, and also you need to do what the boss says, and you need to find a way to mediate between the two, making sure that your boss is happy, making sure that your co-workers are happy, and making sure that the basic rights and the atmosphere within the company is suitable enough for the work to go on and the enterprise to progress. So it's a very difficult task, and I pray and I hope that everybody invested in that job is, first of all, having the basic knowledge that if you are invested with this kind of job, it's not for your personal gain or your personal elevation, is basically to fight for the rights or to ensure the rights of your co-workers, and to ensure a suitable atmosphere within the enterprise, and to make sure that the link, because you serve as a link between the enterprise and between the boss, the top management, and the workers. So you make sure that there is fluidity within that link, and the atmosphere is conducive for everybody. With us, we could have l'hommage Albert. Il faut être courageux pour être délégué du personnel.
Pourquoi? Il faut du courage, c'est ce qu'il a entendu. Bon, c'est lui qui dit qu'il faut du courage. Pour parler au patron. Nous sommes dans une... Non, il n'a même pas besoin de parler au patron parce que le jour où il est voté, le lendemain, le patron va le recevoir. Nous sommes dans la société, on sait ce qui se passe. Le patron va le recevoir, il va devenir l'ami du patron. Voilà. Quel que soit ce qu'il veut faire, il ne pourra pas faire. Moi, je pense que mes copanélistes ont déjà dit que les délégués du personnel ne font pas leur travail. Je ne vais pas revenir dans cela. Maintenant, je vais plutôt embrayer sur un autre volet. Pourquoi ne font-ils pas votre travail? Oui. Tout simplement parce qu'ils sont à l'image de la société camerounaise. Tout simplement, dès que tu es voté, tu dois épouser le Cameroun. Tu dois fonctionner comme le Cameroun. C'est comme cela que le Cameroun fonctionne. Tu sais... Le Cameroun fonctionne comment? Dans ce système. Quel système? Regarde ce qui se passe exactement. Je vais prendre quelques exemples. Oui, allez-y. Il y a une société brassicole que je ne vais pas citer ici, il y a beaucoup d'années, a licencié abusivement des personnes. Voilà. Il fallait réduire le personnel. On n'a pas payé aux gens leur indemnité. Beaucoup sont décédés aujourd'hui sans avoir eu leur indemnité. Ils avaient des délégués du personnel. Ils sont allés même dans les tribunaux, ça n'a rien donné. Malgré les délégués du personnel, qu'est-ce que le pouvoir public a fait pour que ces personnes soient au moins, qu'on considère au moins, qu'on paye au moins leur indemnité, quoi. Les exemples sont légion. Donc nous sommes dans le principe de la tolérance administrative. Et cette tolérance administrative est liée à un pouvoir qui doit durer longtemps. Pour durer longtemps, il faut implémenter la tolérance administrative. Et quand la tolérance administrative est mêlée, ok, les patrons font n'importe quoi. Voilà le problème du Cameroun. Et pour cela, l'État, nos gouvernants doivent prendre en main des décisions fortes pour que certains entrepreneurs ne s'amusent pas avec le bien-être. Les conseils donc, que vous donnez au délégué du personnel, c'est quoi? Le délégué du personnel, quel que soit le conseil que je vais lui donner, ça va changer quoi si la société elle-même est telle qu'elle est? Je n'aurai aucun conseil à lui donner parce qu'il est un maillon d'une société qui est gâtée, qui est dérapée. Il faut recommencer à faire les choses à la base. Et pour le faire, il faut le bâton. Il faut des méthodes fortes. Ça veut dire que l'État doit prendre des méthodes fortes en l'endroit d'un certain nombre d'entrepreneurs, de patrons qui ne respectent pas les employés. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et puis, tu vas constater, tu arrives, tu te plains contre une entreprise qui t'a licencié abusivement. 6, 7, 8, 9, 10 ans, on tourne autour des tribunaux. À la limite, tu n'as même pas à manger, tu t'essouffles. Et quand tu es essoufflé, que vas-tu faire encore? Il reste au Camerounais de la misère. Donc le patron a toujours raison. Mais c'est ça, c'est ce qui est la norme au Cameroun. C'est vrai, on dit que nous sommes dans un pays de droit, c'est vrai, mais parfois on se pose la question de savoir si vraiment nous sommes dans un pays de droit. Je voudrais prolonger son interrogation en se posant la question, est-ce que le droit est toujours le droit du plus fort? Bon, alors, on va constater que si le droit est institué, c'est pour régenter les inégalités parmi les hommes, mais c'est le même droit aussi qui, à contrario, crée aussi les inégalités. Mais je voudrais dire, aussi vrai que lui, c'est un traditionnaliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la tradition, c'est-à-dire que quand il dit c'est comme la société, nous allons appeler chacha. Parce que nous ne savons pas parler comme les médecins traditionnels. Quel est le problème que la société camerounaise a et dont le délégué du personnel est victime? C'est la corruption. C'est la corruption. Lorsque le patron le neutralise, il se trouve que... Non, le patron lui donne un peu. Je vous dis qu'on choisit même parmi ceux qui ont trop faim. Vous voyez. Pour être délégué du personnel. Ben, pour être délégué du personnel, je voudrais vous dire une chose. Vous savez cet adage, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire que lorsque on vous sort d'une situation de manque, et vous savez que c'est Karl Marx qui disait que la nature est l'objet de satisfaction de nos besoins. Le premier besoin de se nourrir, besoin de se vêtir, besoin de se loger. Alors on vous sort, on dit délégué du personnel, le patron vous appelle, il vous dit écoutez, maintenant que vous êtes délégué du personnel, voilà vos avantages. Aussi vrai que vous serez avec nous et que vous serez d'accord avec nous, on amplifiera les avantages. Vous voyez? Question simple, qui n'aime pas le bien? Vous voyez? Donc, nous sommes là dans une société où les plus forts seront toujours les forts et les plus faibles vont rester les faibles parce qu'ils n'auront personne pour les défendre. Or, le délégué du personnel est là. On peut arranger. On peut arranger parce que pour arranger, il faut rentrer à la base. Le débat que nous menons concerne l'institutionnel. L'institutionnel est tellement bien organisé à partir du droit. L'institutionnel est bien organisé au point où il existe un ministère de l'emploi.
et du Travail. Vous voyez. Et ce ministère de l'Emploi et du Travail doit avoir pour leitmotiv le dialogue social. Et lorsqu'il y a le dialogue social, il doit s'investir et envoyer non pas des espions, mais des représentants ou alors des émissaires dans toutes les entreprises pour évaluer si réellement le personnel est mis à l'aise. Mais si le personnel n'est pas mis à l'aise, ça veut dire que le délégué qui est à l'intérieur ne joue pas son travail et qui est en mesure de réprimander le délégué du personnel, c'est le ministère. C'est la raison pour laquelle mon jeune frère parlait, de l'information, donc de la formation. Sont-ils réellement formés au point d'être informés au sujet de leur rôle? Mais maintenant, s'ils sont formés, ont-ils ce qu'on reprochait aux lions? L'agnac, le hemle, le fighting spirit. Ont-ils ce fighting spirit pour affronter le chef mano à mano et lui dire la vérité? Mais vous savez, vous savez qu'en entreprise, le chef a créé sa chose. Oui. En entreprise, il y a un adage social qui dit que toute vérité n'est pas bonne. Mais aussi vrai que vous allez la cracher devant le chef peut vous regarder d'un autre œil et vous dire mauvais cacao au feu. C'est-à-dire que il peut vous limoger, il peut vous licencier et on a des licenciements abusifs. Quand vous allez à l'inspection du travail, on ne donne pas à l'inspecteur du travail, il te dit que vraiment mon frère, la cause pour laquelle tu viens là, c'est toi-même le problème. Parce que quand le patron ainsi de suite et autres, vous comprenez que nous sommes devant une orientation qui souffre d'une gangrène, d'un problème, d'un malaise profond, c'est la corruption. Et lorsqu'on a corrompu celui qui en manque, vous voyez, la société va à sa perte et court vers la pente de la perdition. Et au lieu d'évoluer par gradation ascendante, nous évoluons par gradation descendante. Et c'est le comble. Et c'est la raison pour laquelle votre thématique d'aujourd'hui fait tache d'huile et mériterait un débat profond. La corruption fait que les délégués ne font pas leur travail. C'est une erreur grossière, n'est-ce pas, de la part des employeurs. Et de croire que... lorsque, en mettant le délégué du personnel dans la poche, ou le représentant j'améliore le cadre de travail des salariés à mon avantage. Non. Vous savez, dans les pays développés, de plus en plus, les délégués du personnel ou les représentants des syndicats qui sont dans ces entreprises ont des propositions d'amélioration des conditions de travail avec les employeurs. Oui. Et qui participent même à booster le niveau de la société, la visibilité et le bon travail. De la société. C'est-à-dire que vous êtes un employeur, vous avez des délégués du personnel. Alors, à chaque strate, n'est-ce pas, de la procédure de fonctionnement de votre société, vous aménagez les avis, n'est-ce pas, de vos syndicalistes, de vos avantages, pour que le travail soit amélioré. Et ça, ce sera pour le bien de l'entreprise. Parce que le délégué du personnel est désormais un peu comme un actionnaire de l'entreprise en même temps que vous, l'employeur. C'est la vision occidentale ou c'est la vision des pays développés. C'est la vision du travail dans les pays développés. C'est-à-dire que les employeurs font chorus avec les délégués du personnel pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail pour que le rendement soit beaucoup plus grand. C'est cette vision qu'il faut emprunter. Là, c'est les autres là-bas. Oui, c'est cette vision qu'il faut emprunter. C'est une petite vision que de croire que non, en ne pas payant intégralement. Ça se passe ici aussi. On doit copier ce qui est bien chez les autres. C'est ça qu'il faut copier. Ce qui est bien, on peut le copier. Parce qu'il ne faut pas que l'employeur pense donc qu'en faisant des licenciements abusifs, je lèse tel, je ne paye pas tel autre, c'est à mon profit. Tout ça. Non. Il participe à décrédibiliser, n'est-ce pas, son entreprise, dans son unité. Mais on dit que pour être délégué du personnel, il faut du courage. Il faut du courage, il faut quelqu'un qui soit effectivement prêt, n'est-ce pas, à affronter le courroux de l'employeur et vraiment à bien présenter, n'est-ce pas, alors qu'on va lui donner l'argent le lendemain. Le délégué du personnel doit être un bon leader. Il ne faut pas donc qu'il se fasse acheter facilement. Ou qu'il se fasse... il faut qu'il soit intègre moralement. Il faut qu'il soit intègre.
pour être un bon délégué. Et combien parmi nous sommes donc je crois que c'est cette vision qu'il faut désormais dire, qu'il faut donner aux employeurs du Cameroun, que non, les délégués du personnel, comme les représentants des syndicats qui sont dans les entreprises, sont déjà des actionnaires de vos entreprises. Et vous devez avoir, n'est-ce pas, la même bouche, vous devez avoir, n'est-ce pas, les mêmes réflexions pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer le rendement dans votre entreprise. C'est ça qui peut sauver l'entreprise camerounaise. Sa Majesté, une seconde pour demander un peu, je voudrais demander, c'est vrai que c'est lui qui pose les questions, on allait lui demander s'il y a eu élection à Camdis. Oui. En tout cas, on ne parle pas de Camdis. Aujourd'hui, on aura le temps pour parler de Camdis. On va organiser une autre émission pour parler de Camdis. Oui. Je sais que c'était une question rhétorique. En tout cas, Mr. Jean-Baptiste Aloysius, tell us, it's true that a while ago you were talking of this issue of being equipped. But now we are talking this issue of corruption too. The courage to be a representative of workers is not easy. What to do then? What to do? No, plus, apart from courage, I said there is, you need to be a courageous person. But apart from courage, you need to make sure that your hands are clean. Yeah. You need to make sure your hands are clean. Usually I say, stand on the right to see the wrong. So in order to be somebody who is invested with the responsibility to represent others, to face the boss, not necessarily in an antagonistic manner, but in a negotiating, in a vis-a-vis manner, you need to be somebody who has already been known for his sense of integrity and who is very far from being corrupted. And once you have that reputation, and once you have that courage, and once you are sure that your hands are clean, you are able to really work for the good of the enterprise. Because fundamentally, it's not only working for the good of your co-workers or for the boss, but you are having a holistic vision, a holistic mission, which is to work for the good of the enterprise. So being a delegate is something that you need to, we are not necessarily born leaders. You need to cultivate with time. You need to be having a sense of hearing and having a lot of composure, because you may be confronted with situations the same day that you are elected, you are called up by the boss, and a certain CFA funds are given to you. You become the friend of the boss. Well, it becomes very difficult to carry out your duty as the representative of workers. No, you need to put the context of the CFA. If the CFA is being given to say, congratulations, take this, buy fuel, then okay. But you may take, and you know that your hands are not tight, because the problem is your hands are not if your hands are tight, and your hands can not only be tight, it's not only through corruption that your hands may be tight, it's also true if you are not having a bad reputation, or if your hands are clean, then you are sure that you can't be easily corrupted. Because sometimes the boss might use a strategy to bully you. For example, if you have one or two things that you have been doing or you have done, and then it has been noticed, and he may seize that opportunity to say, okay, fine, you remember this and all that, so he can pin it on you to hinder you or to handicap your possibility to defend the rights of the others. So that's one thing. But in all cases, if you are if you are in a position of a leader, as a delegate or as a representative of the workers, you need to be able to go beyond your personal interests, go beyond your personal aspirations, and really work for the good of the society. Because as the co-panelists rightly said, the aim is you need to have a global vision of the growth of the enterprise, and it may pass through accepting measures that may not necessarily be okay for your co-workers. That also you need to be able to explain to your co-workers, and also it may pass through reinforcing measures that may not please the boss, but which is the right thing to do in the enterprise and for the enterprise. So those are the things that we need to know when we are invested with that kind of position. And unfortunately, it passes through being equipped. So how I wish that all the enterprise, I think some good enterprise do that, organize seminars to form not only the people who have been co-opted as leaders, but all the workers. Training is very important. Their work, they know their work, they know what they are supposed to do, they know their rights, and they also know their duties and responsibilities.
Pour être délégué du personnel, ce n'est pas facile, hein, Pour gérer les hommes, ce n'est pas facile. Pour être au devant de la scène dans tout ce qu'on fait dans la vie, ce n'est pas facile. Mais quand on est un homme, on doit oser. Et quand on a décidé de prendre un certain nombre d'initiatives, de responsabilités, on doit les assumer tout simplement. Ce n'est pas un problème. Nous parlons des délégués du personnel aujourd'hui, c'est vrai. Mais dans tout ce que nous faisons dans la vie, quand on décide d'être un leader, on doit mériter être ce leader. Malheureusement, c'est certains parachutés qui veulent prendre la première place, qui se mettent au devant. Et quand ils sont devant, ils se bouffent seulement les poches et ils vivent. Ça se passe dans tous les domaines. Dans notre société, ça se passe avec les délégués du personnel et beaucoup d'autres personnes aussi. Mais il y a quand même les délégués qui font du bon boulot quand même. Et ceux-là ont toujours les problèmes. Vous allez constater au Cameroun, quand tu veux exceller, tu auras des problèmes. Il faut t'aligner aux réalités du moment. Parce que c'est vrai qu'en spiritualité, on dit tout le pouvoir, c'est au moment présent. C'est vrai. Mais je me demande comment est-ce que pour travailler, on doit aussi mettre cela au moment présent et léser les autres. Bon, on va sortir avec ce sujet. 1 minute, hein, vraiment. Oui. 1 minute à Jean-Jacques Emile à bon ordre. Je voudrais dire que l'humanité devrait comprendre que tout être humain, aussi vrai qu'il soit employeur ou bien employé, mérite dignité, respect et considération. Et de ce point de vue, qu'on soit patron ou alors subalterne, aussi vrai que la société est faite pour être une société à niveau, c'est-à-dire qu'aussi vrai que c'est une évidence que les doigts de la main n'ont pas la même longueur, il existera toujours des riches et il existera toujours des pauvres, mais il existera toujours des employeurs et il existera toujours des employés. Mais chaque fois qu'on vous choisit comme délégué du personnel, il faudrait toujours veiller à bien faire son travail et surtout à bien le faire. Autant mieux ne pas choisir être délégué au lieu de choisir de mal faire son travail. Donc, on devrait travailler à cultiver l'humanisme, mais aussi le respect, la considération envers les uns envers les autres. Une minute aussi. Oui, ce qu'il faut dire ici, c'est que les employeurs doivent savoir que pour améliorer, n'est-ce pas, leur rendement, pour améliorer leur productivité dans leur entreprise, pour améliorer les bénéfices dans leur entreprise, ils doivent effectivement le faire avec les travailleurs, respecter les droits des travailleurs, que les travailleurs seront prêts, n'est-ce pas, à leur faire des propositions, travailler de manière conjointe, de manière unanime, de manière consensuelle avec, n'est-ce pas, les travailleurs pour que... Il y a quelqu'un qui pose la question que respecter le travailleur, c'est quoi pour vous? Respecter le travail, c'est respecter le droit, c'est lui payer ce qu'il faut, le mettre dans de bonnes conditions de travail pour que son rendement soit meilleur. Optimal. Et ainsi, c'est toi qui vas bénéficier, c'est l'entreprise qui va bénéficier. 30 seconds as we conclude on this first topic. Yeah, I'll go in line with what my predecessor said. So, when you are invested with this kind of responsibility, just like all other responsibilities, you need to know that you are working for the global good of the enterprise, and so you may be tempted sometimes to compromise, but you remember that if you are doing so, you may be having instant gratification right now, but your compromission may go in the long run to hinder your co-workers, to affect your co-workers and the enterprise at large. So it's good to be vested with the quality of integrity, the quality of selflessness, and really dedication to the task that is being invested on you. 30 secondes. Par rapport au délégué du personnel, pour moi, je pense que c'est bien, l'État a bien pensé qu'il fallait respecter le droit des travailleurs, mais si ce droit n'est pas respecté, à quoi bon en parler? Il faut donc respecter les droits des travailleurs. Respecting the laws or the rights rather of workers is quite important, and being, of course, the representative of workers too. You need courage, but you equally need to be a man of dignity, a man of integrity, a man who cannot be corrupted. And we say credos to all those who have been voted delegates today, because elections actually took place today. Il y a eu élection aujourd'hui. Donc on a les nouveaux délégués aujourd'hui, oui, du personnel. That is why we actually discuss about this topic today. We are. Congratulations to them. We shall be back to discuss traditional medicines after the jingle.
nous allons parler donc de la médecine traditionnelle. C'est vrai qu'il y a eu ce deuxième sommet qui s'est tenu en Inde du 17 au 19 décembre 2025. Donc, la médecine traditionnelle vers une intégration dans nos hôpitaux. Marge Abin, dites-nous un peu, on peut dire que c'est une bonne nouvelle? Ça pouvait être une bonne nouvelle si les canaux devaient être respectés. Vous savez, la médecine traditionnelle au Cameroun fonctionne dans la base de la tolérance administrative, comme je le disais tantôt, puisque depuis fort longtemps, ce domaine d'activité n'était pas formalisé. Il y a quelques mois ou peut-être une année, l'Assemblée nationale a légiféré la loi. Nous attendons que le président de la République promulgue la loi. Nous attendons les textes d'accompagnement de cette loi. Mais la question que je me pose, quand on parle d'intégrer la médecine traditionnelle dans nos hôpitaux, ça devient un sujet à caution. On se pose des questions. Parce que c'est des codifications différentes. Dans la médecine moderne, ils ont leur codification scientifique. Dans la médecine traditionnelle, nous avons notre codification. Or, nous fonctionnons sur la base de nos valeurs endogènes. Or, est-ce que nos valeurs endogènes seront codifiées sur le volet scientifique ou bien doit-on voir les réalités de nos valeurs endogènes par rapport à l'empirisme? Parce que la médecine traditionnelle est plus empirique et holistique. Or, la médecine moderne est plus ciblée et cible-objet. Est-ce qu'on veut faire de la médecine traditionnelle au Cameroun une médecine traditionnelle de l'OMS? Ou il faudra qu'on ait des gens qui vont dire qu'ils sont des naturopathes, ils vont macérer des remèdes, mettre dans les pharmacies, aller dans les hôpitaux, donner aux malades. Ou bien, on veut considérer les valeurs endogènes qui font la puissance intégrale de la connaissance africaine pour la mettre au bénéfice des populations. Est-ce que la médecine traditionnelle, qui est centrée sur l'économie sociale, doit-elle se transformer en médecine d'économie du profit, comme la médecine conventionnelle? C'est autant de questions. Là-bas, il n'y a pas de profit, il n'y a pas du profit là-bas. Non, c'est plus dans le social. Je vais prendre un exemple simple. Pour soigner un paludisme avec 5 000 francs, tu soignes un paludisme traditionnellement. À l'hôpital, ça ne peut pas être possible. Je prends un exemple banal. Et tu vas constater que 80% des Camerounais se soignent par la médecine traditionnelle. Si la médecine traditionnelle doit être conventionnée et amenée, parce que j'ai suivi, là on a parlé des réalités scientifiques. Quelle réalité scientifique? Moi qui suis le guérisseur, comment vais-je démontrer à Sa Majesté que j'ai brûlé le cancer intérieur, peut-être un cancer de poumon qu'il a? J'ai brûlé cela, peut-être en l'eau fixant et le cancer fini. Quelle démonstration? En l'eau fixant, hein? Oui, je prends un exemple. Oui. Comment est-ce que je pourrais démontrer scientifiquement les différentes alchimies que j'ai utilisées pour pouvoir apporter cette thérapie? C'est vers ce côté que l'on va. Est-ce que quelqu'un pourra se lever et dire qu'il va présenter une thèse de doctorat à partir des recherches qu'il a fait chez les tradipraticiens? Il va se présenter devant ces docteurs scientifiques et autres. Mais ils vont dire que c'est un sorcier parce qu'ils ne vont même pas comprendre les principes ou encore les alchimies. Dans la médecine traditionnelle, c'est de la sorcellerie. Appelle ça comme tu veux. Mais si je vais de la sorcellerie, peut-être dans la définition de la rose, je dis non. Mais dans le principe de la connaissance, je dis oui. C'est de la sorcellerie. Mais est-ce que, au fond de nous-mêmes, si tu prends un enfant qui est au cours moyen 2, tu lui donnes un exercice de mathématiques de logarithme, il va dire que tu es un sorcier? C'est ça le principe. Puisque vous, le commun des mortels, vous ne comprenez pas ce que nous faisons, nous sommes des sorciers. Mais au fond, ce que nous avons, c'est la connaissance. Et cette connaissance, on peut l'acquérir par l'apprentissage, on peut l'acquérir de façon automatique parce qu'on peut naître avec et autres. C'est des choses qu'on ne peut pas étayer entièrement. Mais si on veut faire de notre médecine traditionnelle ce que j'écoute et je vois régulièrement, il faut donc codifier nos valeurs endogènes et leur donner un statut scientifique. Oui, je voudrais dire que je comprends l'orientation que notre médecin traditionnel est en train de prendre, mais il y a une orientation parce qu'on voudrait comprendre le problème du patient.
qui va à l'hôpital, qui a d'ailleurs même beaucoup de patients ont peur de l'hôpital, mais le problème du patient qui va à l'hôpital, c'est son orientation. Vous voyez, vous avez parlé de la conférence de New Delhi qui s'est passée en 2025, mais il y a déjà la loi de décembre 2024. Cette loi de décembre numéro 2024/018 qui réorganise l'exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun et qui fait d'elle une institution. Et à New Delhi, la conférence dont vous avez fait allusion, à laquelle vous avez fait allusion, il a été arrêté 19 produits qui sont habilités à être vendus dans des institutions ou alors dans des établissements modernes. Mais vous comprenez qu'à ce niveau, il n'est pas question d'aller demander le tradit praticien de quitter sa brousse et de venir rester à l'hôpital. Mais il est plutôt question d'orienter le malade. Parce que beaucoup de malades vont à l'hôpital alors qu'ils devraient être orientés vers la médecine traditionnelle. Et c'est ce partenariat qu'on voudrait gagnant-gagnant pour le bonheur du patient par lequel l'État a ratifié. Ce partenariat est possible? C'est possible. Pourquoi? Parce qu'il est question de diagnostiquer. On a besoin du thérapeute pour le diagnostic. Là, ils font dans la sorcellerie, comme il dit là. Non, il a utilisé le mot. Chaque science a son vocabulaire. Il a parlé d'alchimie. L'alchimie est une science que très peu de gens comprennent et qui n'est pas suffisamment accessible à tous. Vous voyez. Alors que la médecine moderne ne procède pas par alchimie, elle procède par empirisme, c'est-à-dire par expérimentation. Et il y a une réglementation qui leur permet de réaliser des expériences dans le domaine physique, alors que les autres opèrent en même temps dans le physique et dans la métaphysique. Si on entend par métaphysique, ce qui va au-delà ou alors ce qui vient avant le physique. Et vous comprenez donc que l'homme a en même temps, tel que le révèle la psychanalyse, une maladie qui peut être physique, mais qui peut avoir des fondements dans l'esprit. Et que pour soigner une maladie qui se révèle dans le physique, il faut a priori s'attaquer à soigner d'abord l'esprit afin qu'il y ait des répercussions pour le physique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans la vie de tout être humain, en même temps, lorsque l'esprit a des problèmes, il y a des répercussions sur le corps. Quand le corps aussi a des problèmes, il y a des répercussions sur l'esprit. Et c'est à ça que le tradit thérapeute devrait être utile dans le cadre de l'orientation du patient. Parce que le patient est perdu. La première orientation qui lui est donnée, la première question qu'on pose à quelqu'un qui se dit être malade, on ne lui demande pas s'il est allé chez le tradit praticien. On lui demande, est-ce que tu es allé à l'hôpital? Or, l'hôpital s'est rendu compte qu'il ne peut pas tout résoudre. Mais fort de cela, ils sont donc obligés d'accepter qu'il y a une médecine traditionnelle qui peut non seulement venir en appui, mais apporter des solutions sur des domaines où ils n'ont pas pu trouver la solution. Et c'est la raison pour laquelle, la médecine traditionnelle est homologuée en milieu d'établissement moderne. 2, au-delà de l'homologation, elle est accréditée, c'est-à-dire on lui donne l'autorisation de s'exercer. 3, on reconnaît l'association des tradis praticiens. Et 4, on se dit que le malade peut trouver sa guérison tant à l'hôpital que dans la médecine traditionnelle. Et il n'est donc pas question de demander à notre tradit praticien de quitter son laboratoire du village. Mais ce dont il est question, c'est de l'appeler pour lui dire que le type que tu vois ci, mérite-t-il d'être à l'hôpital ou alors de venir chez toi? Il ne doit pas quitter son laboratoire. Il ne doit pas quitter son laboratoire. Parce que quand il va lui dire, viens dans mon laboratoire, c'est là-bas qu'il va aller opérer son alchimie. Parce qu'il ne peut pas opérer l'alchimie à l'hôpital. Ce n'est pas son milieu. Bon. Les éléments, les indicateurs et autres ne sont pas là. Mais il reste donc... Je conclus ce que Jean-Jacques disait en disant tout simplement que la médecine traditionnelle, elle est complémentaire de la médecine moderne. Pourquoi? Parce que les aspects ont été évoqués dans la médecine traditionnelle. Il y a un aspect purement physique, purement physiologique ou biologique. Et il y a un autre aspect qui est métaphysique, qui est purement spirituel, qui intervient. Donc il y a parmi les médecins traditionnels, ils connaissent, ils savent ceux qui sont assermentés ou qui sont des spécialistes de la médecine traditionnelle purement physiologique et biologique. Et il y en a qui vont au-delà, qui en même temps, n'est-ce pas, embrassent le métaphysique
et la médecine biologique, parce que ça va de pair. Dans la médecine moderne, elle est purement, vous l'avez dit, elle est purement expérimentale. Oui. Et très souvent, lorsque la maladie a dépassé les modernes, c'est généralement chez les praticiens qu'on affecte et qui font des efforts vraiment surhumains pour sauver, n'est-ce pas? Et quand ça dépasse dans les tradipraticiens, non, quand ça dépasse, ça veut dire qu'on ne soigne pas la mort. Parce qu'en réalité, on ne soigne pas la mort. Lorsque ça a dépassé et la médecine moderne et la médecine traditionnelle, ça veut dire que la mort était véritablement... Il y a même aussi ce qui... Donc intégrer la médecine traditionnelle dans nos hôpitaux, c'est une bonne chose. Disons que ne pas mettre ça à l'hôpital parce que les codifications sont différentes. C'est clair. Il l'a dit, les codifications sont différentes. Donc, parce que les codifications sont différentes, il faut lui donner une certaine autonomie, une certaine accréditation pour qu'elle puisse continuer à fonctionner de manière complémentaire lorsque sur le plan moderne on est dépassé. Yes, for me, my concern before thinking about integrating the traditional medicine into our hospital, my first concern is the continuity. So, how are these people being trained? Because but I've heard in some stories, and sometimes it's true that we are born a traditional doctor. You don't need to go for a particular training for that. But how do we ensure, if afterwards, if the state decides to integrate within the hospital, how do we ensure the continuity of this particular habit? Because we need to be sure that there is a venue that is made available and that people are having the possibility to go there and be trained and also have that possibility to exercise as traditional doctors. And the second thing, my second worry, my second concern is the ability to distinguish between the good and the bad, because there are many outside there, because everybody can just get up in the morning and arrange a small shrine. Yes, arrange a small shrine behind his house and say he's a traditional doctor, and then use substances and potions to give, and then by chance, by psychology, maybe somebody gets fined in the course of his healing, and then he gains a reputation. But how do we really get certain of the authenticity and the veracity of the competency of these particular people? I have no doubt on the fact that there are so many of them, native doctors, that's how they call them sometimes, native doctors who have that ability to heal. We saw it during the COVID period, where many came out with potions that brought about healing to many patients. But how do we ensure that continuity? How do we train them? Is there a possibility for having an abstracting that alchemy, that know-how from the shrines to bring it to the laboratory, so that we may be able to pass it on, maybe in a scientific way? Maybe I heard there is different codification, it implies many other things, but is there a possibility to pass on that know-how in a more scientific way to the next generation, so that we ensure continuity? And by so doing, if we have thinking of integrating that know-how within our hospital, we'll be able to distinguish between the good and the bad. If this person have the competency and this other person no, because this person is able to do that or that. So if I learned there is an organization of traditional healers within our nation. If they come out with a kind of canon or laws or kind of regulation within that sector that enables training, as well as that help us to distinguish between those who are good and those who are I would like Albert to do that. To respond to you immediately. L'hommage à Ben, vous avez suivi ce qu'il a dit? Je l'ai très bien suivi. Oui, il pose un problème de... Comment reconnaître le bon c'est parce qu'il est ignorant. Vous savez, en médecine traditionnelle, dans nos réalités endogènes, contrairement à ce que j'ai lu dans la loi, on a essayé de parler de la spécialisation. En médecine traditionnelle, on est d'abord spécialiste et on devient généraliste avec le temps. Au fur et à mesure qu'on évolue, on gagne en expérience, on gagne et la méthode est inverse. C'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Je vais répondre à sa question. Oui, allons-y. Je voulais par là lui dire que celui qui va prendre le charbon de bois pour soigner une gastro-entérite, tu as mal au ventre.
Il prend le charbon de bois, il l'écrase avec le sel de cuisine, il ajoute l'huile de palme, il te donne. Tu guéris instantanément. N'est pas un charlatan. Il ne se connaît que ça. Absolument. Cette petite connaissance fait de lui un spécialiste. Pourtant, en médecine moderne, il faut au moins 12-15 ans pour être un spécialiste. Or, en médecine traditionnelle, il suffit qu'il ait une seule recette. Le know-how. Et en prenant cette recette, il est déjà un guérisseur, il est un soignant, que tu le veux ou non. C'est de ceux-là qu'on dit qu'ils sont des charlatans là-bas. S'il te plaît, je suis mal placé pour juger les gens. Vous allez, la loi elle-même va choisir les charlatans des non-charlatans. Parce que la loi est là, l'État a décidé d'organiser notre domaine d'activité. Ceux qui sont des charlatans vont s'écarter seuls. On n'a même pas besoin de se gêner là-dessus. Parce que dès que cette noble médecine est formalisée, ceux qui sont des aventuriers vont fuir. Parce qu'ils se connaissent. Mais ceux qui ont de la connaissance, la peur que j'ai plutôt avec ça, c'est de voir les grands commerçants, des puissants argentiers, entrer dans le domaine et le formater, le récupérer au point où les spécialistes même risqueront plutôt de... Et comment est-ce que le patient parvient à distinguer entre le bon et le mauvais guérisseur? Ton esprit. Quand tu entres quelque part, je vais te dire quelque chose, je soigne depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans, je soigne et c'est mon métier au quotidien. Quand tu arrives quelque part, quel que soit où tu vas, ton esprit te parle. Tu es un esprit divin. La petite voix intérieure qui te parle au moment où tu t'assois pour être reçu, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Pourquoi est-ce que parfois tu es informé et tu t'entêtes à rester? Personne ne va en enfer s'il n'a pas accepté d'entrer dans cet enfer-là. Il faut que les gens apprennent à s'écouter parce que l'univers nous parle. Quand tu arrives quelque part, tu te sens en confiance, tu te sens bien, tu es à un bon endroit. Mais si tu es un peu gêné, tu n'es pas à un bon endroit. Il faut partir. Il faut partir de là. Vous savez, j'avais constaté à un moment donné que nous sommes dans une période où on attend quelque chose. Tout le monde sait. Vous savez que les gens sont pleins chez les marabouts étrangers sont pleins au Cameroun parce que il faut absolument que ce soit telle personne qu'on voit pour nommer. Si tu vas quelque part, c'est le moment où ce qu'on appelle vulgairement, pas dans le en français, féminin. Parce que là, il va te prendre un petit phénomène de précipitation. Il va claquer la main comme ça, le feu s'allume, il te démontre qu'il peut faire de toi un ministre demain, il est puissant. Tu vas tomber sur cette illusion. Cette alchimie. Tu vas tomber sur cette illusion. Et alors, il va te rouler, mais il n'est pas un guérisseur. Un guérisseur n'a pas besoin de démonstration. Parce que le guérisseur, quand il soigne, ses alchimies sont douces. Elles sont invisibles. Mais on voit tout simplement le résultat. Or, l'humain a seulement envie de voir le paraître. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Il y a beaucoup d'années, j'avais aidé quelqu'un dans ce pays qui avait des problèmes. Un grand. Et à la fin, il y avait un cuisinier qui préparait pour monsieur tout le monde et moi qui faisais le travail dans l'ombre. Il nous reçoit à deux pas, c'est le cuisinier qui m'avait présenté au monsieur. Il dit, telle personne a fait un travail visible, j'ai vu le travail qu'il a fait. Toi, tu as fait un travail invisible. Montre-moi le travail que tu as fait et je te paye. Alors qu'il y avait toutes les preuves de la conclusion de la solution au travail. J'illustre cela pour vous montrer comment est l'homme camerounais. Jusqu'où l'homme camerounais va dans la cupidité. Parce que ce qui tue les hommes, c'est la cupidité. Et quand tu es sous l'effet de la cupidité, on va te tromper. Et là, même la loi ne pourra pas te protéger. Tu seras arnaqué. Parce qu'on ne peut pas dire que les brebis galeuses ne vont pas manquer. Même en médecine moderne, il y a des médecins qui sont des brebis galeuses. Et on trouve partout dans la société. Il y a des gens comme cela. Mais c'est à toi qui es le patient d'avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, ça n'engage que toi. Donc un partenariat médecine traditionnelle, médecine moderne. Je ne pense pas que cela puisse être possible. Je ne pense pas. Pourquoi? J'ai des listes. À l'hôpital général, une fois, j'avais assisté, père son âme, le professeur Gimbous dans les cardiopathies. Parce que j'ai des très bons remèdes dans les cardiopathies. Tu sais ce qui se passait? On m'appelait, je préparais les remèdes, je venais donner à un de ces éléments qui était docteur, qui suivait les malades avec. On ne me permettait pas d'avoir de contact avec des malades. À un moment donné, ça m'avait énervé parce que quand nous avons commencé à travailler, ils n'opéraient plus les malades du cœur. Mais malheureusement, j'ai claqué la porte, je suis parti. Et on a commencé à évacuer les gens. Parce que tu n'avais pas possibilité d'avoir contact avec les malades. Effectivement, comment est-ce que je vais soigner quelqu'un que je ne diagnostique pas, que je n'observe pas? Parce que chez nous, on ne soigne pas la maladie, c'est la cause. C'est clair. Est-ce que tu peux me donner le nom du mal de cœur en ta langue?
pas en anglais. Tu peux me donner le nom du paludisme à ta langue? Chez moi, c'est le froid. Bon, vous comprenez qu'on ne peut pas assimiler ces deux médecines. Et maintenant, il a touché un pan, il a touché un volet, mais je veux dire, sur le terrain, tu constateras que ça ne donnera pas. La volonté de l'État, la volonté gouvernementale est peut-être celle que tu disais, mais dans la pratique, tu verras que déjà, au moment où il faudra choisir ceux qui doivent nous accompagner, ce sera du copinage, ce sera du cooptage, ce sera de ceci et de cela. Est-ce que les vrais acteurs auront accès à un certain nombre de décisions? Parce que c'est nous qui connaissons, c'est nous qui avons l'expérience. Est-ce que nous serons associés à cela? Parce que je vois comment ça se passe. Regardez le 31 août, quand on dit journée africaine de la médecine traditionnelle. Allez au musée national, regardez la gabégie qui se passe là. C'est chacun qui vient montrer ce qu'il connaît, fait et autres. On fait des discours houleux et autres et on passe. Pour quelle fin? Est-ce que c'est de cette manière que nous allons apporter de la santé aux populations? Quand c'est comme ça, tu restes dans ton coin, tu prends ton expérience, tu vis au quotidien avec les patients. Jean-Jacques Emile-Abondo. Je voudrais dire à mon jeune frère que aussi vrai qu'il se pose une question fondamentale qui a priori a tout son sens et elle vaut tout son pesant d'or. Comment reconnaît-on le vrai du mauvais médecin? Oui, qu'il soit traditionnel ou moderne, parce que ça se rencontre partout. La perfection n'étant pas de ce monde, et il a dit, il y a des brebis galeuses partout. Mais je voudrais dire que dans toutes choses que vous allez faire, aussi vrai que dans la médecine moderne et dans la médecine traditionnelle, chaque chose à laquelle vous allez vous atteler, soit à faire ou bien à suivre, a ce qu'on appelle une histoire. Vous voyez, chaque fois que vous allez vous proposer d'aller vers un tradit praticien, ce n'est pas vous-même qui y allez. Ce n'est pas vous-même qui le rencontrez, il y a toujours quelqu'un qui vient vous tirer par la main. Et s'il ne vous prend pas la main, c'est parce qu'il a une histoire, c'est-à-dire il l'a fréquenté, il a obtenu une solution. Vous voyez, il est dans une explication, théorie cachée, mais solution présentée. Au point où si vous lui demandez comment vous avez fait pour aboutir à la solution, il va vous dire vraiment, ne me posez pas ce genre de questions. Mais par contre, quand vous allez à l'hôpital, vous savez déjà que quelqu'un ne s'est pas injecté par sa façon de tenir l'injection. Vous savez déjà par la façon par laquelle on vous dirige dans un bloc opératoire, la brutalité et le défaut de souplesse et d'attention par lequel on vous amène dans un bloc opératoire, vous amène à comprendre que ici, là, ce n'est pas pour le bon, c'est certainement pour le... Et quand on en retourne, on vous dit, quand on en retourne, on va vous dire que ici, là, les gens meurent beaucoup quand il s'agit de l'opération, vous voyez. Donc, il y a des hôpitaux qui sont réputés comme ça. Et vous voyez donc que chaque activité et chaque élément socio-anthropologique balade derrière lui une histoire. Et c'est cette histoire qui nous fait aller vers tel ou tel élément. Je me rappelle qu'il y avait un blog dans un hôpital qui ne veut pas citer le nom. On disait que les gens meurent toujours là-bas. Quand il y a eu la Covid, c'était terrible. Il y y avait des hôpitaux qui étaient indexés uniquement dès qu'on vous amène là-bas. Nous sommes en train de partir. Yes, you were asking many questions. I don't know whether Albert has answered you. You have other worries again? Well, as we are concluding? In my ignorance of the subject matter, I was asking this fundamental question in order to know. Because there is a possibility of actually integrating traditional as well as modern medicine, because all of them are geared towards the same objective, that is healing. And if they are facing the same objective, if they are going towards the same objective as healing, then there should be the form of complementarity. Maybe some things could be taken from the both sides and bring about something that should be typically African. Because we cannot totally discard that possibility of bringing them together if all of them are going towards the same objective. But yet, that question still remains. We need to be able to know who is good and who is bad. And we also need to ensure continuity. Because if there is a school, maybe the traditional practitioners could organize something, maybe a specific school where these people are being trained, it will ensure continuity and guarantee that this know-how is not being lost in the course of time. Thank you. That's my contribution. Thank you. Nous sommes en train de partir Majesté. Oui, on dit quand on voit Majesté, il y a aussi un peu de la tradition. Mais comment, pourquoi pas? Hein? Oui, c'est un vrai ou un faux Majesté. Qui dit tradition, oui, on parle également
vraiment des gris-gris. Oui, je crois que ça va de pair. Voilà. Ça va de pair. Pour les chefs, c'est normal, nous sommes l'autorité traditionnelle, n'est-ce pas, entre les ancêtres et les humains. Et c'est réel. Il y a des choses que nous pouvons détecter. Il n'y a pas d'usurpation là-dedans. Il n'y a pas d'usurpation. Tout comme dans la médecine traditionnelle, il faut qu'il y ait plutôt des inspecteurs solides qui sont assez outillés de manière traditionnelle pour travailler dans le milieu des associations traditionnelles, des médecines traditionnelles. Parce que ce sont ces inspecteurs qui peuvent facilement, n'est-ce pas, détecter quels sont ceux qui sont les charlatans, quels sont ceux qui travaillent effectivement bien, pour aider. Parce que la médecine traditionnelle, on l'a vu lorsque une maladie a failli dépasser le monde entier. Je parle de la Covid. Les ressources, le secours est venu de la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, ici en Afrique, ici au Cameroun, a rempli, n'est-ce pas, son rôle, a combattu la Covid. Et je crois qu'il faut avoir foi en cette médecine. On va conclure avec vous. Pardon, avant de conclure, on va conclure avec... avant de conclure... On n'a plus assez de temps. Non, c'est juste une seconde. Je sais que vous ne pouvez pas me refuser cela. Ceux qui lisent les Saintes Écritures disent que mon peuple périt faute de connaissance. Nous devrions saluer cette mesure du gouvernement camerounais de permettre aux populations de savoir que on peut trouver le bonheur partout. On peut trouver le bonheur tant à l'hôpital que dans la médecine traditionnelle. Merci. Voilà l'avantage que nous tirons d'une telle mesure. Merci. Le droit de reconnaissance. On peut trouver le bonheur partout, oui. Je vais d'abord répondre à mon petit frère qui parlait de la continuité de la médecine traditionnelle. Oui. Je vais d'abord te dire que l'univers est un vaste réservoir d'abondance et l'univers sort toujours des éléments du bien. On ne peut pas faire une école d'enseignement de la sorcellerie. C'est impossible. Tout à fait. Les gens ont essayé de le faire en Afrique de l'Ouest, ça a été un chaos et un échec. Parce qu'on est sorcier, on ne devient pas sorcier. Et dans la société, les sorciers naissent tous les jours. Et ils se distinguent au fur et à mesure qu'ils évoluent. S'il faut une école pour enseigner aux gens comment macérer les éléments naturels, comme le professeur Kamsu, comme faisait à certains praticiens un peu idiots, qui se faisaient n'importe quoi. Si c'est pour cela, oui. Mais dans le cas de la connaissance, l'univers seul, Dieu seul, c'est pourquoi c'est mieux que je parle de Dieu pour que les téléspectateurs comprennent, Dieu seul sait quel maillon il doit sortir pour remettre à la société, afin que celui-là puisse apporter à la société cette santé, cette connaissance, ou encore tout ce dont tu es en train de parler. Merci. Merci. Notre journal de 20h, c'est tout à l'heure. S'annonce déjà avec une présentation de Betty Blanche Medjo. We say thank you for watching Selactu. We take another appointment same time tomorrow on the same channel. We say thank you, gentlemen, for coming. As we say, the Almighty God should continue to bless the Republic. Equally, we say Ubuntu.